Le premier binôme du jour que je reçois, bien évidemment, il est là et c'est d'un côté Pamela, que je connais déjà, Leadership and Diversity Inclusion chez Decathlon Digital. Bonjour. Et de l'autre, Pierre, ex-DRH de Engie et président de France Compétences. Salut Pierre, salut Pamela, comment allez-vous tous les deux? Je vais plutôt bien, merci. Et toi? Écoute, ça va plutôt pas mal, c'est un bon début de semaine. Et toi Pierre? Ravi de rencontrer Pamela. Alors merci de nous rendre visite. Aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder, c'est le management de crise d'un côté et les femmes en position de leadership de l'autre. L'idée, c'était que vous êtes intervenus chacun d'un côté sur ces sujets, ces problématiques, ces enjeux, ces challenges. Mais moi, je me suis un peu mis des bâtons dans les roues. J'avais envie de mélanger ces deux sujets. Donc, c'est pas forcément très facile pour vous aujourd'hui. Du coup, j'ai hâte de rentrer dans le vif du sujet. Première question, c'est parti. Comment vous décririez l'importance, tous les deux, du management de crise dans le contexte des affaires aujourd'hui, dans le contexte business? Cette question est plutôt pour toi, Pierre, avant tout. Alors, j'ai le sentiment, en tout cas, c'est l'expérience qui me fait dire ça aujourd'hui, que la crise, en fait, c'est simplement une responsabilité qui incombe au leadership, au management. Elle n'est pas spécifique dans l'activité d'un manager, d'un dirigeant. Elle est simplement inhérente à sa responsabilité, à son activité. Au plus la responsabilité progresse dans l'organisation, au plus, finalement, la gestion de crise se trouve être déterminante dans la responsabilité quotidienne. Pourquoi? Parce que tout ce qui se passe bien, à partir du moment où la stratégie a été fixée, à partir du moment où les équipes et les compétences sont en place, tout ce qui se passe bien, c'est déroulé avant le dirigeant final. Et donc, ce qui subsiste aux dirigeants, c'est évidemment la coordination, l'engagement des équipes, et c'est évidemment la gestion des dysfonctionnements, et plus grave encore, la gestion des crises. Donc, la crise, c'est à la fois de l'expérience et une posture, et ça n'est pas une compétence autre que celle d'un leader dans sa responsabilité pleine et entière. Donc ça veut dire qu'on ne le fait pas intervenir juste à un moment clé, ça doit être une expertise et une compétence qui doit être inhérente à tous les leaders. Je le crois. Il y a nécessairement de la méthode, de la posture à développer, évidemment, des comportements particuliers associés à ces postures, mais c'est inhérent effectivement à tout leader, à tout dirigeant. Et donc, ce faisant, l'expérience lui permet de l'acquérir sous réserve, quand sous-jacent, il est compris quelques-uns des ingrédients qui se trouvent déterminants dans l'efficacité d'un dirigeant leader. Pamela, on passe à toi sur le leadership chez les femmes. Tu n'étais pas intervenue dans le cadre du podcast sur ce sujet-là. Pourquoi c'est aujourd'hui un sujet qui te tient à cœur et puis sur lequel tu as envie de t'exprimer et tu as envie de communiquer? Alors, il y a un cadre légal déjà, avec la loi Rixin, plus récente, et puis la loi Copé-Zimmermann sur ces problématiques-là autour des femmes et de leur présence dans l'entreprise. Je pense que c'est important de parler des femmes leaders et pas forcément du leadership au féminin. Pour moi, le leadership n'est pas forcément masculin ou féminin. C'est un leadership qu'on doit apprendre à composer, à construire, à faire évoluer. Et je pense que les femmes, la moitié de l'humanité, encore une fois, doivent participer à ce modèle. Et donc, je prends la parole aujourd'hui parce que c'est dans le cadre de la diversité, de l'inclusion et de l'équité. Donc, pour moi, ça fait aussi partie des choses à aborder. Encore une fois, pour moi, les femmes, on ne parle pas de diversité, on parle juste de la moitié de l'humanité. Donc, pour moi, c'est parler de l'humanité. Et parler du management et du leadership des femmes, c'est parler du leadership de l'humanité tout entière. Alors, on va rentrer dans le dur du sujet. Première question, la première est bien complexe, vous allez voir. Quelles sont les similitudes que vous voyez entre les compétences nécessaires pour gérer une crise, d'un côté, et celles requises pour être une femme en position de leadership de l'autre? À votre avis, est-ce qu'il y a quels sont les points saillants et communs? Si Pamela, tu me permets, il me semble que de manière un peu schématique, le leader, c'est quelqu'un qui a, une bonne capacité stratégique. En tout cas, à créer les conditions qui lui permettent de déterminer... fixé en format collectif. Il ne peut pas le faire seul, évidemment, et de manière isolée, mais une stratégie, une vision. On appelle parfois aussi ça purpose, un raison d'être. En tout cas, tout ça est sous-tendu par une stratégie, évidemment. Le deuxième critère, si je continue dans ce schéma un peu simple, pour un dirigeant leader, au-delà de la vision, c'est la capacité à engager et à être dans le collectif. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va lui permettre d'exécuter la stratégie in fine. Il n'est pas concevable pour qui que ce soit, aussi brillant serait-il ou elle, d'aller engager une stratégie par lui-même ou par elle-même. Évidemment, ça ne fonctionne pas. Donc, une capacité à fixer une vision, une stratégie, à engager autour de la raison d'être de l'entreprise, donc de manière à motiver. Évidemment, la capacité à entraîner,
pour entraîner et être dans le collectif, il faut être capable de créer un cadre de confiance. Et puis enfin, c'est quelqu'un qui a un sens aigu, me semble-t-il, de la responsabilité, avec courage et empathie. Et à bien des égards, il me semble que cette capacité, à être collectif, pour gérer une crise, il faut être collectif. Ne pas être en pouvoir, avoir du courage et de l'empathie compris à l'opinion qui se trouve être contraire à la sienne. Tout ça, c'est... Pamela soit complétera, soit, comment dirais-je, s'opposera, le cas échéant, mais On va voir. à bien des égards, ces qualités qui requièrent en attitude, en personnalité, en posture, de l'écoute, de l'humilité, de la capacité à appréhender 360 degrés les opinions de ceux et celles qui nous entourent, de la capacité à projeter et à imaginer sur le moyen et long terme, et pas simplement sur le court terme. Tout ceci, ce sont des ingrédients qui me semblent déterminants aux dirigeants en situation de crise, et ce sont à bien des égards des capacités que les femmes, même si elles sont l'humanité, ont lorsque parfois les hommes, avec un peu de suffisance, un peu d'arrogance, un peu d'autorité, un peu de... peut-être ceci est cliché aussi, mais pour autant ne jouent pas nécessairement. Dit autrement, on se fait une représentation de ce que doit être le dirigeant en situation de crise, qui est l'autorité absolue, alors qu'il me semble que c'est la faiblesse absolue que d'être en autorité absolue. Et donc, à bien des égards, voilà, celui qui est en position moins forte, moins agressive, moins assurée, encore que l'assurance, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, plus à l'écoute, dirais-je. Voilà. Je pense à de meilleures capacités à gérer une crise, à la comprendre, à l'analyser, à en imaginer les solutions et à les mettre en œuvre. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Et ça rebondit un peu sur la première réponse que tu avais donnée à la question d'avant, qui dit que toutes ces qualités que tu viens de nommer sont en fait des qualités qu'on doit avoir même en dehors d'un temps de crise. Et pour moi, ça participe de ce nouveau schéma, de ce nouveau modèle de management, de leadership qui doit émerger. À ça, je vais ajouter des choses qui sont peut-être un petit peu plus tournées vers soi, du coup, parce que ce dont tu parlais, c'était vers l'équipe, par rapport à la situation, donc très en fonction de l'environnement. J'ajouterais une capacité à prendre du recul, pouvoir se poser juste à un moment. Ça ne veut pas dire prendre un an de congé sabbatique, hein, mais ça peut vouloir dire juste arriver dans une forme de vulnérabilité, à se dire, voilà, ben là, au lieu de garder la tête en feu, je vais me poser, je vais me demander ce que je peux faire, quelle va être la prochaine étape. Quand on a une méthode, tu parlais de méthode tout à l'heure, c'est aussi pouvoir se dire où j'en suis là dans ma méthode. Est-ce que je dois changer? Est-ce que je dois passer sur l'étape d'après? Ou est-ce qu'au contraire, je dois m'attarder sur l'étape sur laquelle je suis? Donc, il y a une forme de prise de recul et de forcer un peu la sérénité, même si ça a l'air un peu antinomique comme ça. Mais prendre le temps, ne serait-ce que quelques secondes, de se dire où j'en suis. Et ça, c'est par rapport à la situation, mais par rapport à soi aussi. Peut-être qu'on se rend compte que là, on n'est plus en pleine possession de sa logique, donc peut-être se faire aider d'une autre personne dans l'équipe qui sera un peu plus logique, un peu plus analytique que soi. Peut-être que ça peut être, je ne suis pas en capacité de prendre soin des personnes de l'équipe en cellule de crise. Comment est-ce qu'on fait? Demander à quelqu'un d'autre de prendre le relais. Et puis, je vais parler aussi d'une capacité d'adaptation. Mais encore une fois, ce sont des choses qu'on doit avoir en crise ou pas en crise, hein, donc on revient à ce que tu disais tout à l'heure, Pierre. Adaptation hyper important parce que ça veut dire qu'on est à l'écoute de la situation, des personnes qu'on a autour de soi aussi, de soi-même, encore une fois, hein, écoute, pouvoir prendre une pause, pardon, la pause pas forcément, sauf s'il y a une photo. Et puis, troisième chose, qui a l'air un peu banal comme ça, un peu tarte à la crème, mais la résilience. La résilience, c'est pas un truc, c'est pas une qualité dont on fait preuve seulement en cas de coup dur ou en cas de crise. Pour moi, c'est un muscle qu'on exerce. C'est un muscle qu'on vient entretenir. Et ça doit se faire aussi en dehors des périodes de crise, parce que c'est là qu'on arrive à justement se nourrir, à grandir, à faire grandir les gens autour de soi aussi. Et pour moi, c'est une qualité qui est très très forte, qui va de pair avec l'adaptation et la capacité d'adaptation et la capacité d'avoir un peu de recul sur soi. Pour moi, c'est un peu une triade. Sont des qualités importantes qu'on va trouver aussi pas mal chez les femmes, parce qu'on a été élevé comme ça, parce que dans notre manière d'agir en société, on nous conforme à ces rôles-là. Mais du coup, on a réussi à en tirer de plein de qualités, dont ces trois-là. Et je pense que les femmes peuvent aussi apporter ça dans
dans l'équation en temps de crise et en dehors. Merci pour ces réponses-là. Du coup, je rebondis sur un élément qu'évoquait Pierre et que je trouve important. Même si je le précise, j'ai pas du tout envie d'opposer les femmes et les hommes. Vous l'avez bien compris, c'est pas le sujet du jour. Mais est-ce qu'il y a des stéréotypes ou des préjugés qui pourraient justement affecter la perception justement des femmes qui sont en position de leader à avoir une facilité à gérer des crises? C'est quoi les préjugés qu'on peut se faire? C'est-à-dire que dans la société de tous les jours, au quotidien, que ce soit au travail ou en dehors du travail, on entend souvent autour de soi, même si nous on n'en a pas forcément, on entend souvent autour de soi un peu des raccourcis. Et est-ce que quelle typologie de préjugés justement ou un peu de stéréotypes on peut avoir? J'essaie de trouver les préjugés les plus forts. Je pense qu'on a tendance à dire que les femmes ont plus une capacité à prendre soin des gens, être dans le care, dans le soin. Ce qui n'est pas totalement vrai, mais qui n'est pas totalement faux non plus. Mais ce n'est pas parce que souvent on est rangé dans ces rôles-là que ce sont forcément les rôles qu'on doit prendre en période de crise. Ni en dehors, hein, encore une fois, on y revient. Après, je dirais comme autre préjugé possible, on va souvent dire que, c'est ce que tu disais tout à l'heure Pierre, hein, en temps de crise, on a besoin d'une personne qui soit très assertive. Et en général, l'assertivité chez les femmes n'est pas perçue comme un trait positif. Je lisais hier quelque chose autour de la compétence et du côté agréable des personnes, donc likeness and skills. Likability, and skills. Et là-dessus, on disait que c'était inversement proportionnel, les deux chez les femmes. Donc plus on est compétente, moins on est agréable aux yeux des autres. Idée reçue numéro 1, quoi. Voilà, exactement, ou numéro 1223. Ouais, bien sûr. Et du coup, je me dis qu'avoir des femmes, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir prendre de décisions, mais qu'on pourra aussi être assertive, mais d'une autre manière. Et parfois, l'assertivité n'est pas le sujet du moment, donc on n'en a pas toujours besoin en toutes circonstances. Autre biais possible, je sèche un peu là, mais peut-être que quand Pierre parlera, il y aura d'autres choses qui me reviendront. Mais d'ailleurs, ça peut être... Pardon Pierre, tu allais intervenir, excuse-moi. Non, en fait, la représentation de la crise, a beaucoup été liée finalement au format du guerrier. C'est-à-dire qu'en fait, les crises dans l'histoire ont toujours abouti à des problématiques liées, en tout cas associées à la guerre ou à des conflits lourds, graves. Et on parle de guerriers. Non, les guerrières, ça existe aussi, mais spontanément, le mot commun est guerrier. Donc, il me semble que dans les clichés, la crise est plutôt associée à l'homme parce que il y a cette idée fausse. Par observation sur 35 ans de vie professionnelle, j'en suis aujourd'hui tout à fait. En tout cas, je l'ai observé. Mais est liée à l'autorité. Et la représentation attachée à l'autorité, c'est souvent une problématique de posture. C'est pas relatif à l'efficacité, c'est pas relatif au résultat, c'est relatif à la posture et à la représentation et à l'imagination associée à cette posture, à cette représentation. Et donc, je pense que en tout cas, le cliché principal, moi, qui m'amène à penser que la crise est plutôt associée à une compétence, un savoir-faire, une capacité d'homme, est liée à cette espèce de sentiment d'autorité qui se trouve être nécessaire pour le collectif quand il s'agit de la résoudre. Je pense qu'en réalité, l'autorité, c'est tout à fait le contraire. Il y a des exemples récents de crises importantes qu'ont connues des entreprises. Je pense à Volkswagen avec ses logiciels bien sûr, pas défectueux, voyous, on va dire, qui ont participé à finalement traiter un problème technologique qui n'avait pas été résolu autrement. Je pense qu'elle est précisément liée à ces problématiques d'autorité dans l'organisation, où les dirigeants n'ont pas demandé aux équipes de tricher nécessairement, ou n'ont pas demandé aux équipes de tricher. Pour autant, ils ont créé les conditions dans leur pratique managériale, dans leur attitude de leadership, qui participent à ne pas permettre la simplicité du feedback, la parole, le fait de dire j'ai échoué, je ne vais pas y arriver, que sais-je, demander de l'aide, peu importe tout ce qui se trouve être la vie des équipes. Et ce faisant, ces comportements ou ces représentations qui sont mises en œuvre par certains leaders qui
qui s'imaginent, qui ne sont pas nécessairement dans ces personnalités, mais qui s'imaginent être dans ce rôle parce que la position, l'autorité, la tenue du conseil d'administration, que sais-je, des équipes, parfois, jouent ce rôle, et bien tout ceci est générateur, non pas à résoudre des crises, mais participe à les créer de mon point de vue. Et donc, il y a un décentrage, un changement de paradigme probablement à opérer quand il s'agit de traiter la crise, et notamment, c'est inhérent à la responsabilité de management, ou d'ailleurs de collaborateurs. Un opérateur sur une ligne de production, quand sa bobine casse, il est en crise, il faut qu'il trouve des solutions pour la résoudre. Donc on n'a pas besoin d'être dirigeant et à gérer des milliers de collaborateurs. On est tous les jours, confrontés à des séquences dans lesquelles il nous faut traiter l'incident, le dysfonctionnement, qu'il soit humain ou technique, ou quel qu'il soit d'ailleurs. Et donc, c'est inhérent c'est une compétence qu'il faut développer, quel que soit son niveau de responsabilité, premier élément. Et deux, moi je crois, avec toutes ces années d'observation, que l'autorité est dysfonctionnelle sur la gestion de crise. Non pas qu'il ne faille pas à un moment prendre position, mais ça c'est du registre du courage, du parti pris, de la décision. Ce n'est pas du registre de l'autorité, parce que l'autorité interdit de comprendre 360 degrés ce qui se passe et d'avoir les opinions des uns et des autres. À l'issue de ceci, il y a une synthèse à produire, il y a une décision à prendre, et ça, c'est pas l'autorité, c'est de la responsabilité, c'est du management, du leadership, tout simplement. Merci. Alors, sur ce dernier point qui me fait rebondir sur une question du coup pour Pamela, sur cette notion de leadership, et je pense qu'elle est importante, parce que déjà, d'un côté, j'aime bien ce que tu évoquais dans le fait que les crises, ça peut être tous les jours sur des petites tâches. En fait, une crise n'est pas forcément quelque chose d'énorme. Une crise est je dirais, un caillou dans la chaussure qu'il faut résoudre. Et en fait, du coup, cette notion d'autonomisation et de leadership, la question que j'ai pour toi, Pamela, c'est comment tu peux, dans une entreprise, comment une entreprise peut encourager, soutenir davantage, justement, notamment les femmes, pour cultiver cette position, cette posture de leadership. C'est repenser, on va y revenir, c'est repenser le modèle de management. On a besoin de quoi dans les équipes aujourd'hui? Est-ce qu'on a besoin des équipes qui soient plus autonomes? Est-ce qu'on a besoin d'équipes qui soient plus dans l'exécution? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des équipes qui soient plus dans la capacité à prendre elles-mêmes leurs décisions? Ou est-ce qu'on a besoin de leur imposer des décisions et leur dire vous exécutez simplement? La réponse en général est assez claire. Et puis pour le travail la mission au quotidien du leader, c'est aussi plus intéressant d'avoir des personnes qui peuvent agir en autonomie, qui se sentent à l'aise pour pouvoir donner leur avis, pour pouvoir apporter leur pierre à l'édifice, plutôt que d'avoir des gens qui se contentent d'exécuter. Là, je suis en train de parler de fonctions cadres. C'est simple pour moi parce que c'est plutôt dans ces fonctions que j'évolue. Ça peut être aussi pour des personnes qui sont étames, et il y a pas mal d'initiatives autour de l'entreprise libérée, typiquement, qui se sont développées dans des entreprises où il y avait énormément d'étames. On parlait de chaînes de production tout à l'heure, ça a été le cas dans pas mal je pense à Michelin, entre autres. Je pense à l'entreprise Poult, qui fait aussi ses expériences autour de l'entreprise libérée. Pour répondre à ta question, je pense que voilà, il faut repenser le modèle de management, repenser le modèle de leadership, se demander si ce sur quoi on s'est reposé jusqu'à maintenant, donc l'autorité, l'assertivité, est-ce que c'est vraiment ce dont on a besoin? Et pour pouvoir aborder cette réflexion, cette approche, il ne faut pas juste parler à des managers, il faut aussi parler aux personnes qui sont managées. Et c'est tout bête, mais ça fonctionne assez bien lorsqu'on demande leur avis aux gens. Ils ont souvent de bonnes idées quand on va taper dans l'intelligence collective. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire à tout moment, tout le temps, et en toutes circonstances, mais on arrive à tirer de là de très bonnes idées, et c'est aussi inviter la diversité, inviter les gens à pouvoir prononcer ce qu'ils ont vécu pour pouvoir créer ce nouveau modèle. Après, moi je dis que ce qui pourrait être important aussi, c'est revoir la manière dont on prend les décisions dans l'entreprise. Est-ce qu'on les prend de manière collégiale? Est-ce qu'on les prend de manière autoritaire? Est-ce qu'on les prend avec des gens qui sont en comité mais qui se ressemblent tous et qui ont tous le même background? Donc faire rentrer aussi la diversité. Et là, on parle des femmes, mais c'est de manière aussi intersectionnelle. Faire rentrer des gens qui ont un autre niveau d'études, qui ont d'autres histoires, qui n'ont peut-être pas vécu toute leur vie dans leur entreprise, mais qui ont peut-être connu d'autres schémas, d'autres personnes qui n'avaient pas du tout fait ce métier-là avant et qui y sont venues. Pour moi, il y a énormément de manières, d'éléments, de composantes de diversité qu'on peut faire rentrer. Et évidemment, les femmes vont en bénéficier, mais pas que. Et de manière plus large, c'est l'entreprise et la société avec un grand S qui pourrait
en bénéficier. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, ça répond complètement à ma question. Et du coup, je rebondis sur ce que Pierre disait tout à l'heure, où il parlait justement de cette notion de mission, de raison d'être. Et en fait, dans ce que j'entends là, j'ai quand même la sensation qu'on parle presque de pas de développement personnel, mais pas loin, mais aussi collectif. Et du coup, quand on parle aussi de renforcer la posture du dirigeant, la notion de leadership, ça vient aussi énormément de la culture. On a parlé de structures plus plates, certes, mais je pense que c'est plus complexe dans des entreprises où il y a plus de strates. Tu parlais de Michelin tout à l'heure, loin de moi l'idée de critiquer, mais bon, c'est quand même beaucoup plus nivelé, hein, fatalement. Et du coup, est-ce qu'une des clés à la fois pour se préparer au changement et aussi travailler cette culture de leadership, c'est vraiment la culture de départ qu'il faut aussi faire évoluer dans l'entreprise, au-delà juste de l'organisation en tant que telle, de se dire en fait, on a la culture de la libération de la parole, de la prise de risque, voilà, et de ne pas être dans le jugement, etc. Est-ce que ça fait partie des clés, effectivement, qui peuvent accélérer ces changements-là? On a rarement des entreprises qui disent moi je suis contre la liberté de la parole, je veux que tout soit verrouillé, sanctionné et censuré. Mais voilà, et en fait il y a une vraie différence entre les valeurs affichées de l'entreprise, celles qui sont vécues peut-être parfois au niveau de la direction parce qu'on a des fondateurs qui ont toujours bâti leurs décisions sur ces valeurs-là, et puis la manière dont c'est vécu vraiment dans les équipes et la manière dont c'est relayé par les managers. Et là ça veut dire qu'il faut faire un gros effort sur les recrutements. Voir sur quelle base on recrute les gens. On ne veut pas recruter des clones. Il y a plein de manières d'afficher son... Je pense à l'authenticité, c'est l'une des valeurs de mon entreprise. Il y a plein de manières différentes d'afficher son authenticité parce que c'est intimement lié à la personne qu'on est. Mais après, se dire aussi que une fois qu'on a embauché ces personnes en fonction de nos valeurs, comment est-ce qu'on va faire vivre ces valeurs au quotidien? Parce que à cause d'une crise, à cause d'une situation un peu particulière, on peut avoir tendance à aller complètement à l'opposé de ce qu'on avait affiché ou ce en quoi on croyait au départ. Et puis c'est là que le bas blesse. Donc on ne veut vraiment pas se retrouver dans des situations comme ça. Pour moi, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Les valeurs qui sont juste placardées au mur dans les entreprises, dans les ascenseurs, mais qui ne sont pas vécues au quotidien par les troupes, par les collabs, en fait, ça ne sert à rien. Alors, je te laisse répondre après, Pierre. Je rebondis là-dessus parce que je trouve ça très intéressant. Moi, dans les accompagnements que je fais avec des boîtes, je m'aperçois qu'effectivement, déjà, souvent, les collaborateurs, quel que soit leur niveau de seniorité, des managers ou pas, ont du mal à mettre le doigt spécifiquement sur les valeurs de la boîte en tant que telle. En tout cas, sur les valeurs qui sont celles des clients finaux, un peu moins sur celles qui sont les valeurs intérieures à la boîte. Et ils ont du mal à les faire vivre de manière très concrète, finalement. C'est-à-dire que c'est effectivement, il y a cette notion un peu de quelque chose qui est un peu poussiéreux dans un placard, quoi, mais comment tout cela prend forme, prend vie au quotidien dans des éléments très concrets. Et donc, peut-être que la clé là-dessus, c'est aussi justement de venir questionner ces valeurs. Alors attention, hein, je ne dis pas qu'il faut le faire tout le temps, mais de manière, je dirais, plus ponctuelle. Est-ce que c'est tous les ans, est-ce que tous les 6 mois, tous les 3 mois, peu importe, mais en tout cas se poser des questions sur l'évolution de l'entreprise. Une entreprise, c'est quand même assez polymorphe avec les croissances qu'elles ont, etc. Et du coup, de venir toujours avoir ce pas de côté. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre, par rapport à la réponse que donnait Pamela. J'ai le sentiment que j'aimerais... Dit autrement, j'ai vécu pendant un peu plus de 2 décennies dans une organisation, dans une entreprise qui s'appelle Danone. Pendant des années, les valeurs n'étaient pas écrites. Simplement, on savait les dire, on les vivait, on savait les dire. Et à tout niveau de l'organisation, qu'on soit opérateur dans une usine, hein, j'ai fait du management en usine, en 5-8, je l'ai fait, voilà, j'ai aussi eu la responsabilité de dirigeant dans l'organisation. Mais tous, à tout niveau, on savait le dire. Pourquoi ? Parce que la pratique managériale, les organisations de travail, la capacité à progresser en carrière, la répartition, ce qu'on appellerait le partage de la valeur aujourd'hui, tout ceci était d'une cohérence de ce que j'appelle un alignement tel que globalement, nous savions traduire tous à nos niveaux de responsabilité, qu'on soit opérateur sur ligne de conditionnement ou de production de produits frais ou d'eau, qu'on soit dans un centre logistique, qu'on soit commercial sur le terrain, patron de marketing, que sais-je, on avait tous dans nos pratiques ce vécu comme étant une des composantes auxquelles on y était attaché. On était attaché, et ça, c'était ce que j'appelle régulièrement, c'était le cadre qui était posé. Et le cadre, c'était une organisation qui avait pour finalité de donner à chacun au premier niveau de l'action, de l'activité, la responsabilité pleine et entière, en tout cas autant que ceci se trouvait possible.
ce soit être possible. Deux, le partage, l'échange, la transparence, le dialogue social, que sais-je. Hein, on ne cachait pas, quand il s'agissait de faire un site de production, on ne cachait pas la copie jusqu'à l'envoi de l'annonce. Il ne faut pas s'étonner qu'après, personne ne comprend pourquoi on la ferme. Et qu'après, on passe plus de temps à s'opposer qu'à trouver des solutions aux salariés qui ont besoin de trouver des solutions. On donnait à chacun la capacité, la participation intéressement de gagner davantage et de s'épanouir, y compris grâce au pouvoir d'achat. On donnait à chacun la possibilité de progresser parce qu'on mettait des moyens en matière de formation, etc., etc. Et donc tout ceci générait d'une certaine façon une pratique, mais qui se trouve être les actions, oui, j'ai oublié de le dire, la stratégie évidemment, et la façon dont on entendait exécuter la stratégie, tout ceci, bien que ce ne soit pas écrit formellement. Il y avait ce fameux discours de Marseille de notre fondateur, Antoine Riboud, qui en 69 avait parlé de voilà, ce qu'était devant le CNPF, c'est-à-dire que l'ex-MEDEF, la responsabilité d'un dirigeant, a créé ces fameuses conditions qui faisaient que chacun s'épanouissait, trouvait ce qu'il avait envie de trouver dans l'organisation et contribuer à l'œuvre collective, qui était de développer une stratégie qui avait du sens, qui faisait sens pour lui et pour le collectif, pour nous individuellement en tant que salariés de l'organisation, évidemment pour les clients, etc., etc. Tout ça est un écosystème qui évidemment est totalement interactif. Et donc, c'est ça qui me semble déterminant. On a évidemment rédigé les valeurs, tout ceci est important. Pour autant, moi, ce qui me paraît déterminant, c'est finalement de reconnaître ces valeurs, de sentir la façon dont elles sont mises en œuvre. Et quand on intègre un nouveau collaborateur, collaboratrice, quand on fait l'acquisition d'une structure et qu'on croit en Chine, en Argentine ou ailleurs dans le monde, que tout ceci finalement, que l'organisation ait capacité à s'enrichir de ses compétences nouvelles, de ses pratiques nouvelles, de ses qualités nouvelles, de ses difficultés nouvelles aussi, et tout ceci participe à cet apprentissage qui fait que la culture ne cesse de s'enrichir. Moi, je ne pense pas qu'il faille comment dirais-je, en tant que tel, l'évaluer. Je pense que par contre, il faut la mesurer. C'est-à-dire que dans nos enquêtes d'engagement, alors aujourd'hui, on a des enquêtes peut-être à la semaine, en tout cas, on a des outils qui permettent de faire la mesure en continu de ce que je trouve être la culture de l'entreprise, de la façon dont celle-ci évolue, le mood, que sais-je. Mais il est essentiel de la suivre, de la comprendre et de la monitorer. Ça ne peut pas être le résultat by chance de ce que produit des comportements managériaux, une organisation qui a été mal calée, des responsabilités qui sont, comment dirais-je, remontées au niveau supérieur. Un exemple simple, dans une organisation, j'ai vu des organisations en siège, peu importe où, mais avec 10 ou 12 niveaux hiérarchiques. Comment est-ce possible? Et ça existe dans des dizaines ou centaines ou milliers d'entreprises. Comment est-ce possible qu'effectivement on ait le sentiment d'être respecté en tant qu'individu, qui qu'on soit homme, femme, patron ou collaborateur, ou peu importe, opérateur, comment peut-on être respecté s'il y a 12 niveaux, 11 niveaux au-dessus de soi, ou même 6, parce qu'il y en a 5 en dessous, mais il y en a 6 au-dessus, c'est mort. Sans la possibilité de parler à 100 N plus 2 en plus. Donc, tout ceci m'amène à croire aujourd'hui, après, comment dirais-je, en réponse finalement à ce point, à cette question que tu poses, que l'organisation est déterminante, ça ne peut pas être laissé, ce n'est pas que de la pratique et du comportement. Il y a un cadre à créer, une organisation qui doit répondre à un objectif stratégique, une vision, tout ça doit être cohérent avec la raison d'être qu'on l'ait exprimé ou pas, mais on peut chez Danone, dès 1996, on avait une raison d'être, elle s'appelait pas comme ça, parce qu'on ne parlait pas de raison d'être à l'époque, mais la santé par l'alimentation pour le plus grand nombre, que Franck Riboud avait initié en 1996, c'était leur raison d'être et on se levait pour ça. Qu'on soit en Chine, en Argentine, à Paris, en Allemagne, peu importe où, on se levait pour ça. Parce que ça nous semblait noble, utile, et pour le plus grand nombre, ça nous incitait à être efficace en matière de prix, produit. Et il s'agissait pour nous d'être efficace, pas parce qu'on voulait enrichir l'actionnaire seulement, mais parce qu'on pensait que c'était aussi le moyen de donner accès à nos produits à des enfants en Afrique du Sud, à des enfants en Asie du Sud-Est, alors même qu'ils avaient des problématiques de nutrition et de croissance eu égard à ce qu'ils avaient capacité à acheter et à manger, etc. etc. Donc c'est ce cadre, enfin c'est systémique à bien des égards. Le leadership étant une des composantes fondamentales, parce que c'est le leader qui met en place l'organisation et qui crée le cadre qui va permettre à la culture de se déployer.
Je vais rebondir sur le cadre. C'est un élément hyper important pour moi. Et les valeurs qui maintenant, alors elles sont en général maintenant dites, parce qu'on a besoin de les mettre sur le site internet pour convaincre les candidates et les candidats de venir, pour savoir s'ils sont alignés avec ces valeurs-là. Je pense qu'une fois qu'on les a dites et qu'on les a posées, il faut aussi qu'on aille, alors pas forcément les remettre en question tout le temps, mais savoir si la manière dont elles sont vécues sont toujours alignées avec ce qu'on avait comme idée au départ. Et pour moi, c'est une question de comportement observable. Qu'est-ce qui, dans la valeur X, dignité ou solidarité, par exemple, qu'est-ce qui, dans la valeur solidarité, doit être vécu au quotidien? Comment est-ce qu'on prend les décisions par rapport à cette solidarité? Quelles sont les preuves concrètes que je retrouve tous les jours, en fait? Quels sont les comportements observables qui répondent à cette valeur-là? Une fois qu'on a... Et ça peut changer aussi enfin, ça peut être beaucoup plus précis en fonction des équipes. Ce qui va être la solidarité dans une équipe de service client ne sera pas forcément la même expression que dans une équipe d'ingénieurs. On va retrouver les mêmes comportements, évidemment, mais ça ne sera pas la même manifestation exacte. Et puis derrière, il faut aussi, pour moi c'est ça, dessiner le cadre, c'est aussi dire quels sont les comportements qui sont hors jeu, qui sont inacceptables. Parce qu'il ne s'agit pas juste de dire ça, on peut le faire, on met des fleurs un peu partout et c'est génial. Il faut aussi pouvoir dire là, on sanctionne en fait. Ça, ce n'est pas accepté par nous, ce n'est pas en cohérence avec nos valeurs. Et le cadre, c'est aussi cette chose qu'on voit souvent comme étant une chose contraignante, mais qui peut être aussi très libératrice à partir du moment où on sait dans quelles limites on peut évoluer. Et puis ça peut permettre de faire naître aussi des comportements un peu plus créatifs et puis des manières plus sympas de vivre l'entreprise au quotidien. Et ça permet aussi aux gens d'évoluer. Et le cadre va évoluer, ce qui peut-être n'était pas permis il y a 5-10 ans. Moi, je sais que quand j'avais commencé à travailler, les hommes, c'était interdit pour eux de venir en short, même quand c'était en période de canicule. Oui. Et maintenant, alors pas dans toutes les entreprises évidemment, mais il y a plein d'entreprises dans lesquelles maintenant c'est permis. Alors c'est un exemple complètement anodin comme ça, mais le cadre change au fur et à mesure, il faut pouvoir s'adapter. Je pense que c'est ce cadre-là qu'il faut pouvoir retester, dont il faut pouvoir retester les limites de manière régulière. Plus que les valeurs en elles-mêmes qui en général sont un socle assez immuable, parce qu'on va aller chercher vraiment dans ce qui fait la personnalité, l'essence même de l'entreprise souvent. Je rebondis, j'ai une dernière question là-dessus, qui s'adresse à vous deux pour le coup. C'est lorsque l'entreprise ne le permet pas, le développement de leadership ou la capacité à gérer des crises, comment, en tant que collaborateur, en tant que manager, peu importe, en tant que dirigeant, comment je peux moi-même développer ces capacités-là, ces compétences-là? Je dirais curiosité, apprentissage. Je dis à mes enfants que... Avant, quand j'étais plus petite, on me demandait « mais qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu seras plus grande ?» Maintenant, j'essaie de ne pas trop poser cette question à mes enfants, même si je suis curieuse de savoir quelle voie ils vont prendre dans un premier temps. Et puis après, ils vont peut-être bifurquer. Moi-même, j'ai pivoté. Mais je leur dis que ce qui est important, c'est d'apprendre à apprendre. C'est de continuer à être curieux, parce que ce qui les intéresse aujourd'hui ne les intéressera peut-être pas dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 6 mois. Mais ce qui est important, c'est de continuer à mettre à mal, enfin à exercer cette plasticité du cerveau et puis se dire qu'on a toujours une forme d'humilité et de vulnérabilité, toujours des choses à apprendre. Et alors je ne suis pas complètement dans la désillusion ou dans le délire, je me dis, ou dans le déni, je me dis qu'il faut évidemment pouvoir comprendre et apprendre des méthodes, des métiers souvent. Mais je pense que c'est important de garder cette curiosité et c'est ce qui va venir nourrir l'adaptabilité, c'est ce qui va venir nourrir aussi la résilience. Et je pense que le fait de se connaître soi, de se poser des questions sur soi, sur quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, quelles sont les choses que j'aime faire, quelles sont les choses que je n'aime pas faire. On peut ne pas aimer faire des choses dans lesquelles on est très fort parfois. C'est sûr. J'ai pas d'exemple comme ça en tête, mais il y a des choses que j'aime pas faire et dans lesquelles je suis pas trop mauvaise normalement. Tout ça, c'est important de savoir tout ça sur soi, parce que ça permet d'être, en tant que leader de soi ou d'une équipe ou d'une entreprise, d'être beaucoup plus en maîtrise de ce qu'on peut justement maîtriser. Et dans la crise, je pense qu'il faut toujours se raccrocher aux choses qui sont des piliers pour nous. Ça nous permet d'être un peu plus stable sur nos appuis. Je me souviens, alors un exemple qui n'a rien à voir avec la crise, ou peut-être que c'est une forme de crise aussi, c'était des cours d'accouchement sans douleur, je crois, donc un truc très perso. Tu parlais d'anecdotes tout à l'heure.
on nous demande de regarder comment on est sur nos appuis. Quand on est droit sur ses appuis, avec les genoux bloqués, si jamais quelqu'un nous donne une tape dans le dos et qu'on doit rester bloqué comme ça, on risque de se prendre une gamelle et de tomber la tête la première. Oui. Alors que si on est souple sur ses genoux, qu'on est conscient de ses pieds au sol, mais qu'on reste comme ça, on arrive à essuyer beaucoup plus les coups qui nous arrivent de part et d'autre. Et ça m'a beaucoup marqué parce que je me suis dit que c'est une attitude à avoir quand on est sur le point d'accoucher, mais c'est aussi une attitude, donc dans une forme de crise, quelque part, mais c'est aussi une attitude qu'il faut garder, une forme de souplesse, de flexibilité qu'il faut garder tous les jours pour pouvoir mieux apprendre, mieux se connaître, et puis mieux appréhender l'autre aussi. Donc voilà, c'est ce que je dirais. Merci pour cet avis-là. Pierre, sur la partie management de crise. Alors, deux choses. En fait, tu évoquais tout à l'heure où les organisations au sein desquelles où le développement n'était pas spontané. Je échangé tout au long de ma carrière avec beaucoup plus jeunes que moi en tout cas, un peu plus jeunes au début et beaucoup plus jeunes maintenant. La première remarque que j'ai envie de faire consiste à dire changer de l'intérieur, toujours. C'est-à-dire qu'il me semble important, on ne peut pas simplement se dire finalement mon manager est... Vous connaissez cette expression, on rejoint l'entreprise, on quitte le manager. C'est ça, ce qui est vrai. Mais la première, en tout cas moi, ce à quoi j'incite et ce que j'ai essayé de faire, avec des succès variables, j'en conviens, pour autant, c'est toujours se dire qu'est-ce que je peux faire pour participer seul, puis après avec des collègues, puis après avec, en tout cas un collectif, pour faire bouger les lignes dans une organisation. J'étais inspiré, si je puis dire, par un personnage qui s'appelle Jim Savile, qui est aujourd'hui un vieux monsieur, qui a été un Américain, Canadien, anglo-saxon, qui était très longtemps conseiller du Premier ministre canadien et qui était connu à cet égard, et qui développait un certain nombre d'outils en matière de leadership dans les organisations, et qui avait un jugement un peu tranché, un peu américain, consistait à dire dans la vie, il y a deux états, on est victime ou responsable. Et il prenait... C'est un peu manichéen, mais ok. Mais ça, c'est simple, en tout cas, c'est facile à retenir. Je prends un exemple pour l'entreprise, il prenait des exemples privés aussi, mais on va voir son manager, on ne convainc pas sur un projet, on se dit vraiment, mon manager est vraiment totalement incompétent, il ne comprend rien, il ne m'a pas écouté, il s'intéresse qu'à lui, que sais-je. À aucun moment, on se dit, ou plutôt on devrait se dire, ce que je dis précédemment est inexact, on devrait se dire, j'étais bon, mon projet était-il bien ficelé, est-ce que le budget est compatible avec notre cadre général, que sais-je, etc. Mais quelle est ma part de responsabilité lorsque je ne convainc pas? Et donc, ce fameux Jim nous disait, dans le premier cas, je suis victime d'un manager incompétent, en tout cas dans ma représentation personnelle. Dans le second cas, je suis responsable en me disant qu'est-ce que je fais pour le convaincre ou ne pas réussir à le convaincre. Et donc, le premier conseil que je donne habituellement dans les organisations où on ne se développe pas, ou en tout cas où le cadre ou la culture ne le permet pas, c'est de se dire, changez de l'intérieur, attachez-vous à être responsable. Il y a vous aussi, créez les conditions pour que finalement ceci s'opère. Une anecdote, dans l'organisation NG, on avait créé un programme autour des young managers, donc les moins de 35 ans ou à peu près, on leur avait donné des moyens. Et en fait, on s'organisait avec ma collègue qui était patronne marketing et communication pour revoir un petit groupe toutes les 6 semaines. Et il venait nous faire des suggestions. Alors, à nous contrarier, parce que quand il fallait restituer ça au comité exécutif et à nos collègues en disant on va cesser les avions sur les trajets domestiques. Mes collègues disaient oui, mais ils ne comprennent pas ces jeunes, ma charge de travail, que sais-je. Vous connaissez toutes ces objections, évidemment. Toujours est-il qu'en tout cas, on s'était fait pousser par l'intérieur de l'organisation. Ça participait à faire bouger la culture et ça nous a bougé parce que sans ça, évidemment, notre attractivité, notre capacité à accéder à ces jeunes sur le marché sont trouvées complexifiées, pour ne pas dire compromises. Donc, est-ce qu'on entend dire de l'intérieur, est-ce qu'on entend être responsable ou victime de l'organisation? Moi, je préfère être responsable et pousser. Pour autant, il y a un stade au-delà duquel la responsabilité, c'est aussi de décider de partir et de faire autre chose. Parce que nous n'avons pas réussi à mobiliser, convaincre, faire bouger, réorienter. C'est mon premier élément de réponse. Le deuxième élément est lié à une observation que j'ai faite. J'ai passé une petite année à 20% de mon temps à rencontrer des PME, des ETI, et j'en ai fait un petit livre blanc autour de la problématique des compétences et de l'emploi. Ce qui m'a fasciné, c'est la motivation des dirigeants dans ces organisations.
J'ai fait toute ma carrière, et encore aujourd'hui, hein, France Compétences, une responsabilité publique, mais je suis associé dans un cabinet de conseil qui s'appelle Rico Lesteri. On faisait de la stratégie, d'expertise financière, pour schématiser beaucoup. Donc je travaille avec beaucoup d'entreprises, et je suis fasciné de voir que dans les PME et les ETI, les dirigeants ont chevillé au corps ce que j'ai appelé un personnel purpose. Dit autrement, ils se sont posés, le métier est si dur. On n'est pas dans la même institution, dans le même cadre corporate que sais-je, etc. Quand on est dirigeant dans un grand groupe, on a démarré tout petit, on est sorti d'une grande école le plus souvent, et on s'est organisé pour progresser, être performant évidemment, pour accéder aux responsabilités de patron de filiale, de patron de filière, de fonction, etc. Quand on est, mais il y a un système qui participe à produire ceci et vous le permet, en tout cas à créer les conditions. Les conditions d'accompagnement sont tout à fait établies dans ces organisations. C'est le propre des grands groupes. Quand vous êtes à la tête d'une PME ou d'une ETI, globalement, vous vous êtes posé quelques questions un peu fondamentales pour savoir si vous alliez y rester, pourquoi vous le faisiez. Parce que vous ne faites pas toujours pour l'argent, c'est pas vrai. Vous ne le faites pas toujours pour, le produit, le client, que sais-je, etc. Vous le faites parfois pour le collectif des salariés. Et tous les dirigeants que j'ai vus avaient ce mantra chevillé au corps, moi, mon purpose dans la vie, c'est ça. Et l'entreprise, qui est un lieu magnifique d'évolution des organisations, de transformation. J'espère que les entreprises devraient être contributrices à la transformation des pays, parce qu'elles ne sont pas toujours. C'est leur responsabilité en matière de RSE, en matière de carbone, en matière de diversité, en matière d'accès aux femmes aux responsabilités, mais pas que les femmes. Je suis absolument d'accord avec Pamela. Toujours est-il que le personnel purpose de ces dirigeants fait qu'en réalité, ils vivent, ils croient en quelque chose, et ils se servent de l'entreprise pour, y compris, s'aligner dans leur propre vie. Ce qu'on ne fait pas toujours dans les grands groupes. Alors on peut agir avec une fondation à côté, distribuer une partie de son patrimoine. Oui, mais la posture n'est pas la même. C'est formidable. Mais la cohérence, l'alignement entre ce que je veux dans la vie ou ce que j'affiche, ce que je pratique dans mon organisation avec le pouvoir, l'autorité qui est le mien. Parce qu'on a du pouvoir quand on est dirigeant, quand on est leader. Eh bien tout ceci doit participer à, je pense, créer un cadre qui soit un cadre de confiance, d'épanouissement, de plaisir. Ce que n'est pas assez l'entreprise, à mon goût. En général, ceci est un peu générique, ou un peu général pour être tout à fait vrai. Pour autant, ça doit être la responsabilité du dirigeant et du leader de créer des conditions qui font que chacun ait capacité à se développer, à s'épanouir, y aller aussi loin qu'il entend aller, à partir des choix qu'il aura lui-même fait ou qu'elle aura elle-même fait. Et ça, c'est me semble-t-il, la responsabilité principale du leader. Et ceux qui sont les plus, en tout cas, qui m'ont impressionné le plus, c'est des dirigeants et des leaders qui avaient réfléchi à leur personal purpose, alors de manière consciente ou inconsciente. En tout cas, ils avaient une idée claire aux questions qu'on leur posait, de ce qu'ils avaient à produire, au-delà de l'entreprise, simplement dans la vie, dans la société, avec le collectif des hommes et des femmes qui les entouraient. Merci Pierre pour cet avis percutant et merci Pamela également. L'épisode touche à sa fin, en tout cas ce premier binôme-là. Pamela et Pierre, merci beaucoup d'être venus dans lundi au soleil dans cet épisode spécial Numa Forward 2023. J'ai beaucoup apprécié à la fois vos points de vue et les échanges que vous pourriez avoir, que vous avez eu sur effectivement ces deux sujets importants, ces deux sujets de fond, sur lesquels j'espère qu'on reviendra bien évidemment plus en détail dans les semaines à venir. J'espère que surtout les auditrices et les auditeurs aussi se sentiront poussés effectivement sur un certain nombre de vos conseils pour à la fois changer de l'intérieur, évoluer, continuer à cranter, à la fois en leadership, à la fois sur la partie adaptabilité. Donc merci infiniment de votre venue et puis j'espère qu'on se recroise très vite. Merci. Merci beaucoup.